Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours au forum Bois Construction et à mes côtés, Patrick Molinier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement construction au FCBA à Bordeaux. FCBA, L'Institut technologique forêt, cellulose, bois construction, ameublement. d'accord. Et à côté de moi, monsieur Guillaume de Rombise. C'est ça, bonjour. Je ne vous ai pas écorché votre nom, bonjour. Et vous êtes au ministère de l'Environnement et au ministère de Logement. Et là, vous vous intéressez aux matériaux biosourcés, c'est ça? Tout à fait, dont le bois est le matériau principal. Dont le bois est le mieux matériau représenté. est le mieux représenté. Alors avec vous, on va voir un peu comment lever les freins sur l'utilisation du bois dans la construction et puis aussi voir en fait quelle stratégie on met en place, par exemple à Euro-Atlantique, puisque vous y avez travaillé, Tout à fait. pour valoriser le bois dans la construction. Exactement. Donc, allons-y sur les travaux qui ont été menés par le FCBA et comment tout ça s'est passé à Euro-Atlantique. Oui, Euro-Atlantique est une histoire qui a débuté en 2010 quand l'établissement public d'aménagement s'est constitué. Donc un aménagement public a une visibilité de programmation de construction sur 15-20 ans. Avec des maîtres mots, c'est-à-dire devenir un territoire bas carbone. Et pour ça, c'est vrai qu'un territoire bas carbone a la possibilité d'agir sur 3 critères. Le premier, c'est l'énergie à l'échelle de l'aménagement. C'est les réseaux de chaleur. Le second, c'est tout ce qui touche à la mobilité des transports, Donc, notamment. Voilà. Et le troisième, c'est le matériau. Et c'est vrai que quand on commence à raisonner matériaux et territoire bas carbone, le mot bois apparaît presque naturellement et assez vite. Voilà. Et c'est là que les échanges ont commencé, puisque un aménageur ne raisonne pas forcément à l'échelle du bois. Et on est allé rencontrer cette EPA en disant est-ce que vous envisagez de faire quelques opérations bois là-dedans? On a reçu un avis assez favorable et une EPA a aussi la capacité à démontrer de l'innovation et de la démarche forte. Et donc il y a 5 ans, on avait engagé le premier bâtiment tertiaire de bureau. Donc un lot a été attribué à un promoteur qui s'appelle Pichet. Et aujourd'hui, ce bâtiment est en train de s'élever. Et derrière ça, Euro-Atlantique a prolongé cette dynamique. Ce n'est pas un one-shot seulement. C'est-à-dire voilà, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette filière. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de créer de l'activité, de valoriser le bois local, de valoriser l'industrie, de la faire monter en compétences. Et en plus de régler, pas de régler le problème, mais en tout cas d'avoir un apport sur l'aspect bas carbone. Voilà, exactement. Oui. Comment vous valorisez ça auprès d'eux? Est-ce que vous avez une action spécifique dans ce sens-là ou quand vous êtes en réunion, comment vous en parlez, comment vous abordez le sujet? Alors c'est vrai que d'un point de vue très contractuel, on a une mission d'assistance en maîtrise d'ouvrage au global sur l'établissement public d'aménagement. Et l'idée, c'était de voir comment eux pouvaient, au travers de leur stratégie, définir une ligne de conduite pour afficher des volumes, parce que c'est quelque part, on le traduit en volume. Donc le choix qui a été fait, c'est d'identifier sur une programmation sur 15 ans, d'inscrire 25 000 m² de construction bois par an, en définissant des critères. Donc c'est pas, on va parler beaucoup de densification peut-être et de tours, puisqu'il y a deux Parce tours que l'idée aussi, c'est d'élever, c'est de densifier, voilà, éventuellement de surélever. Voilà. Mais c'est vrai que densifier, c'est un élément, mais il y a aussi tout le quotidien, c'est-à-dire les équipements, le logement de 3 à 8 niveaux, la réhabilitation. Donc voilà, c'était de cartographier avec eux les possibilités d'inscrire le bois dans ces ouvrages à chaque étape, d'afficher des chiffres, c'est important pour la filière de voir un volume à produire, et puis aussi de donner un signal fort en disant on est capable de faire de belles choses. Et donc il y a eu un appel à un projet qui a été lancé pour construire la première tour bois au monde de plus de 15 étages. Donc ça n'a pas été un projet qui a été retenu, mais 2 projets de tour. Voilà, l'un avec Eiffage et l'autre avec Kaufmann. D'accord. Donc ça, c'est les projets que vous menez au niveau de la région avec Euro-Atlantique. Et c'est pas uniquement, vous travaillez aussi avec du maître d'ouvrage, on va dire, plus petit, maître d'ouvrage privé, promoteurs, qui viennent vous chercher pour essayer de voir comment inscrire le bois dans leur projet. Oui, exactement. Alors c'est vrai que du point de vue de l'aménageur, déjà ça essaime parce que d'autres aménageurs s'engagent dans les mêmes démarches. On avait Pamarne aujourd'hui qui est en train de lancer la même action, puisqu'il lance avec Vinci une tour bois de 10 niveaux, donc on est toujours à l'échelle de l'aménageur. Mais on a aussi des maîtres d'ouvrage publics ou privés volontaires qui s'engagent, donc des bailleurs sociaux qui affichent une programmation de 20 à 25% de construction bois sur des bâtiments de 3 à 5 niveaux. On a des promoteurs privés aussi, comme
REI, au Promicea, qui ont dit voilà, on engage des opérations bois. Et puis aussi, il y a toute la partie maîtrise d'œuvre qu'il ne faut pas oublier, qui est en amont des projets, qu'il faut accompagner. Donc voilà, nous, FCBA, on accompagne ces 3 acteurs, soit l'aménageur dans la définition de sa stratégie, soit le maître d'ouvrage sur une opération concrète, de façon à faire les bons choix technologiques, soit le maître d'œuvre dans ses décisions initiales. Vous parlez pas mal de densification, vous parlez de tours. Est-ce que la densification et la tour est mieux vécue? Parce que souvent les habitants d'un quartier, quand on leur parle de densification, ils ne sont pas fans. Et est-ce que c'est mieux vécu si on amène le bois comme valeur ajoutée, on va dire, à la construction? Alors le mot tour fait toujours peur parce que densification, c'est on rassemble du monde, donc ça effraie un petit peu. Donc c'est pour ça qu'à Divebois, notamment, qui est l'association qui vise à promouvoir les immeubles bois de grande hauteur, ça veut dire association pour des immeubles à vivre bois, et le slogan c'est la ville grandit avec le bois. Donc voilà, donc pour effacer un peu cette image de tour. Pour donner cette image de tour, voilà. Et pour effacer. Mais est-ce que le fait de densifier avec le bois est mieux vécu finalement que de densifier avec d'autres types de matériaux? Non, là, suite à la publication des lauréats des 2 appels à projets, la tour fait peur, le bois commence à revenir, à se redémocratiser. Et les gens, ce qui leur fait peur, voilà, c'est la densification de la tour. Mais aujourd'hui, ils acceptent le fait de vivre dans une maison en bois. Quelquefois, même sur la maison en bois, à titre individuel, c'est un côté chic aussi. Donc voilà, on est en train d'effacer certains mauvais clichés. Certains mauvais clichés, et on va venir vers vous, puisque vous avez essayé d'effacer les freins. Mais avant de parler de ça, au niveau, donc vous êtes, je rappelle, au niveau du ministère de l'Environnement et du Logement, vous vous intéressez à la construction biosourcée, on va dire, pour faire court. Au sens large, oui. En quoi le bois, en quoi la construction bois a un intérêt, intéresse les ministères du Logement et de l'Environnement? Pour la partie ministère de l'Environnement, l'avantage qui s'impose, qui est assez évident, c'est que c'est un moyen qui est connu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment sur son cycle de vie. C'est un moyen en fait de stocker le carbone atmosphérique dans un bâtiment sur sa durée de vie. Donc ça, c'est un avantage environnemental, c'est bien sûr un matériau renouvelable. Et pour certains procédés, c'est des matériaux qui vont nécessiter peu d'énergie grise lors de leur transformation. Donc il y a un intérêt environnemental évident. Et on en a beaucoup parlé pendant longtemps de cet intérêt. Voilà. Mais pas uniquement. Mais il y a aussi l'aspect économique, développement économique des territoires, parce qu'on a des tissus d'entreprises qui sont ancrés dans les territoires autour d'une ressource qu'on a en abondance en France, avec une grande diversité d'essences, résineux, feuillus, qui est assez unique en Europe. Donc il y a des atouts à jouer. La France a un potentiel de développement important pour le bois, sur l'aspect densification, réhabilitation, construction neuve. Tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là du point de vue du ministère de l'Environnement, en tout cas. Ils y sont. Du point de vue du ministère du Logement, pourquoi le bois? Il y a eu une autre ministre du Logement qui était Cécile Duflot, qui a beaucoup parlé du bois. Oui. Quel est l'intérêt pour le ministère du Logement, finalement, de construire en bois? Est-ce que c'est pas... puisqu'on sait construire autrement aussi. Donc le ministère du Logement, lui, poursuit des objectifs de construction de 500 000 logements par an, réhabilitation de 500 000 logements par an aussi, rénovation énergétique. Donc dans ces enjeux-là, le bois a vraiment aussi sa carte à jouer. On a vu que c'était des solutions qui étaient intéressantes pour la surélévation, ça permet de créer un étage supplémentaire sans forcément reprendre les fondations, parce que ce sont des matériaux plus légers que d'autres matériaux. Ce sont des matériaux qui sont très ouverts à la préfabrication et qui permettent de construire rapidement en limitant les nuisances de chantier et la durée du chantier. Donc il y a vraiment un intérêt pour construire vite, de qualité, et puis répondre aux objectifs que l'on a qui ont été fixés de performance thermique et des objectifs de volume, on va dire. Exactement. D'accord. Le bois, il y a encore des freins. On les a tous levés. Alors, je m'adresse d'abord au FCBA. Est-ce qu'il y a encore des freins à l'utilisation du bois en termes d'image, tout simplement, ou en termes de vieux clichés? Alors, les gros freins techniques ont été levés dans le cadre du plan de bois et bien sûr les règlements environnementaux. On le voit aujourd'hui, il y a quelques
cliché qui arrive par méconnaissance, je dirais, parce que quand on rentre, même sur on a des gens volontaires, l'habitude aujourd'hui, c'est la filière humide, le béton, le métal. On connaît mal le bois. Donc il y a tout un travail d'appropriation de la filière bois à mettre en place. On l'a vu, on travaille aujourd'hui avec des gros maîtres d'ouvrage très volontaires. Dès qu'on descend à l'échelle des gens qui sont sur les programmes, même des gens qui vendent les logements chez un promoteur par exemple, ils ne savent pas vendre ce type de produit. Et on retombe un peu sur les craintes d'antan, oui, le bois ça brûle, le bois ça fait du bruit. Voilà, il y a encore quelques craintes. Donc il y a un travail de terrain. Il y a un travail de fond à faire là-dessus. Alors le travail de fond, vous l'avez fait, ou en tout cas vous avez essayé de le faire en essayant de lever les freins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les freins qui ont été levés normalement, du point de vue réglementaire pour le coup? Très bien. Il y a des freins. C'est vrai qu'il y a eu des freins réglementaires. On a depuis 2010 travaillé à toiletter la réglementation pour supprimer toutes les mentions faites au bois, notamment en termes de sécurité incendie. Donc aujourd'hui, les obstacles réglementaires sont majoritairement levés. Il doit en rester certains. Il y avait des obstacles techniques qu'on a contribué à lever progressivement en finançant. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, par exemple, d'obstacle technique qui a été levé et qu'est-ce qu'on a réalisé pour le lever, ce frein? Donc les freins techniques ont été identifiés il y a déjà quelques années, portés notamment sur la sécurité incendie. La filière avait expliqué qu'il manquait d'éléments de solutions génériques qui permettent de répondre aux exigences de la sécurité incendie. Donc on a mené une campagne d'essai qui a permis de révéler des configurations qui permettent de construire même des bâtiments pas de grande hauteur mais qui flirtent avec la grande hauteur. Donc les solutions techniques aujourd'hui existent. Les solutions techniques existent, on les connaît et on a levé le frein réglementaire qui nous empêchait de les utiliser. Voilà. Il reste des freins techniques, des freins réglementaires, mais disons que sur le format qu'on a trouvé pour lever ces freins, on a trouvé la solution collective pour y remédier et c'est notamment grâce au contrat stratégique de filière, de la filière bois qu'on va pouvoir y parvenir. D'accord, donc on a travaillé sur la sécurité incendie, sur l'acoustique. Sur l'acoustique, la sismique. La sismique. Et ça, c'est des choses, ça se concrétise comment? Il y a des guides, il y a des. Sur la façade, par exemple, je crois qu'il y a des. Oui, voilà, donc il y a des guides sur la sécurité incendie, un guide qui a été présenté hier lors du forum. Du point de vue des solutions techniques purement évaluées sur la partie neuve, il y a un catalogue construction bois qui existe, accessible à tout le monde gratuitement sur le net. C'était par la partie neuve. On est en train de faire son pendant pour toute la partie réhabilitation. Les interprofessions de la filière bois aussi ont énormément de documents à disposition dans les territoires. C'est important d'être à proximité du marché. Le réseau France Bois Région est là pour ça. Donc voilà, il y a énormément d'actions qui ont été menées et normalement il n'y a plus de frein. Ou presque plus. Voilà. Il en reste. Il en reste. Vous travaillez sur quoi quand vous dites on a encore de boulot et ce sera notre conclusion? Oui. Quel type de boulot justement il y a encore devant vous? Suite à ce premier plan bois 1 où on a levé les freins techniques, on a vite embrayé, profité de l'élan collectif en cours pour travailler sur des aspects stratégiques. Le premier aspect stratégique, c'était la formation, la montée en compétences des professionnels. Et là, on travaille sur l'attractivité des métiers du bois pour donner envie aux jeunes d'intégrer la filière. De venir intégrer la filière. On travaille sur différents aspects, sur un outil disponible pour les enseignants, pour qu'ils aient la matière pour construire leur cours. On travaille sur un deuxième sujet qui est certainement un sujet majeur, c'est la valorisation de la ressource feuillue qu'on a en France à disposition et qui est encore trop peu exploité. Trop peu exploité. On a eu pas mal de gens qui sont venus nous parler du feuillu ici. Voilà, exactement. Il faut qu'on trouve des débouchés pour ce bois et cette richesse que l'on a en France à portée de main. Et puis le troisième sujet, Patrick Molinier en a parlé tout à l'heure, c'est comment on arrive à positionner le bois sur le marché de la réhabilitation, ou en tout cas comment on arrive à grignoter des parts de marché pour aller plus loin, partir sur l'extension, la surélévation et la rénovation. Merci beaucoup messieurs. Merci à bientôt, merci d'être venus nous voir sur le plateau de Bâti Journal TV. Merci à vous.